Voilà, eh bien, écoutez, on s'achemine vers la fin de cette journée, mais on va maintenant écouter attentivement Melaine Cervera, qui est intervenue tout à l'heure depuis la salle, qui est sociologue universitaire de Lorraine, qui travaille au Centre de recherche, expertise, art et transition, le CREAT, et à qui nous avons demandé, et donc je suis vraiment ravi qu'il l'ait accepté, d'être là depuis le matin. Nous, on l'a fait aussi pour ouvrir nos oreilles de ce qu'il est dit, et en particulier par les gens en situation de précarité, de difficulté, etc. Mais aussi pour contextualiser peut-être un peu tout ça. On n'y a pas beaucoup insisté aujourd'hui, j'aurais pu le dire dès le démarrage. On sait bien que la lutte contre les pauvretés, les trois quarts du temps, les politiques en parlent, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'on fait le plus, et c'est ce qu'on fait dans les associations et dans beaucoup de services, par exemple les services départementaux, c'est plutôt de l'accompagnement. Mais les clés de voûte qui produisent à un haut niveau les pauvretés, quand elles dépendent de l'homme, ça tient aux guerres, ça tient à l'économie, aux conceptions de fonctionnement des sociétés du point de vue économique. Et donc ces clés de voûte-là, elles ne sont pas sous nos pieds directement accessibles. On n'a pas trop les leviers pour les faire bouger, sauf les petits leviers, mais qui cumulés peuvent produire de l'effet. On y a fait allusion à plusieurs reprises, c'est la question de la citoyenneté et de faire bouger les pouvoirs politiques dans un sens qui prendrait davantage en compte, on va dire, les nécessités de ce point de vue-là. Et puis il y a un autre facteur sur lequel on ne s'étend pas non plus de trop, mais qui est important, c'est la planète. On le voit bien aujourd'hui avec les grandes catastrophes, les inondations, le feu, qui provoquent aussi, qui ravagent, on va dire, beaucoup de vies ou de territoires. Regardez, le Canada, ce qui a brûlé au Canada, et ce n'est pas encore terminé, ça correspond au territoire de la Syrie. Vous vous rendez compte ? Rien que cet incendie-là. Bon, donc, on va maintenant écouter Melaine Cervera. Tu as la parole. Bon, je voulais remercier, bien sûr, chaleureusement et sincèrement les organisateurs de m'avoir sollicité. Et donc, comme le disait Jacques, depuis ce matin, j'assiste aux échanges et j'ai cette lourde tâche qui, de mon point de vue, n'est pas complètement aisée puisque elle est celle de faire la synthèse de la journée. Donc, j'ai pris un certain nombre de notes. Donc, vous verrez 12 pages. Je ne vais pas vous faire les 12 pages, rassurez-vous. Et puis, j'avais préparé également un petit topo hier, mais finalement, je vais le laisser tomber pour vraiment me centrer sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc déjà, bravo, puisque sans apparaître en surplomb, mais plutôt extérieur, un petit peu au départ aux organisateurs, je trouve que les conditions, en fait, pour favoriser la participation des personnes, comme on le dit, ont été grandement réunies. J'ai intitulé cette intervention « L'entièreté des personnes ». Alors, et je vais parler de 3 points. Un certain nombre de constats qui, de mon point de vue, ont pas été ont été mis en avant, mais pourraient l'être plus. Tous les espaces et les moyens qui ont été mis en avant aujourd'hui. Et puis, je finirai par les finalités et le rôle peut-être de l'université ou de la recherche. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme rôle là-dedans ? Alors, sur les constats, ça a quand même été dit plusieurs fois. On a 15% de la population française, en tout cas pauvre. On a 15% de cette population qui vit un sentiment de privation. Et paradoxalement, de l'autre côté, on a quand même sur 60 et quelques millions de personnes habitant en France, on a 19 millions de bénévoles. Alors, dans différents secteurs d'activité, mais de personnes engagées. Et un certain nombre dans une association, 12 millions, il me semble. Pourtant, on est toujours face à des situations extrêmement difficiles à accepter et qui indignent un certain nombre d'entre nous.
Alors, c'est difficile de changer, ça c'était mon premier constat, les structures de la société. Et c'est peut-être là où je vais apparaître un petit peu en décalage. Il me semble que faire participer les personnes ou appeler à la participation des personnes, on voit bien, c'est extrêmement difficile puisqu'on est dans une société, qu'on le veuille ou non, extrêmement verticale. Et donc on est dans une société et une économie également extrêmement verticale, dans le sens où les structures sociales, qui sont des logiques de différenciation, des logiques, je vais le dire un petit peu comme ça, d'oppression ou voire de différence, en tout cas, de position, de domination, elles sont difficiles à changer. Et du coup, nos marges de manœuvre, si vous voulez, pour faciliter, alors je dis participation, mais je vais essayer de le détailler, hein, elles se jouent à un niveau un tout petit peu inférieur au départ par rapport à ces structures de la société. Elles se jouent au niveau des dispositifs, elles se jouent au niveau des organisations, et elle se joue au niveau des établissements, enfin, si je pense au social, au médico-social, etc. Et dans ces établissements et dans ces organisations, on a des espaces de participation, mais qui ont été institués par les cadres légaux, que vous connaissez pour la plupart mieux que moi, mais qui ont aussi, dont la pertinence, en fait, va dépendre de l'usage qui est fait par les personnes, par les directions, par les dispositifs, etc. On a enfin, et c'est, je pense, ce qui compte et ce qui a été mis en avant aujourd'hui, la question de la relation et la question de la vie, quoi. Alors, quand je dis la question de la vie, c'est que la participation, elle se joue avant toute chose sur comment les personnes peuvent être valorisées dans ce qu'elles sont et pas forcément dans ce qu'elles font, quoi. Alors ça, c'est aussi c'est un truc qui me reste du bac de français, je crois que c'était Malraux, hein, dans La condition humaine, hein, valoriser les gens pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles font. Hein. Donc c'est quelque chose qui me vient là tout de suite que j'avais pas prévu. Et donc c'est dans la relation, on peut dire, d'accompagnement pour des gens qui sont en situation de vulnérabilité ou de problématiques spécifiques que va se jouer une possibilité finalement de participation, voire à un moment donné, mais bon, peut-être pas tout de suite, d'émancipation pour les personnes. Alors on dit accompagner, j'ai entendu bénéficiaire, j'ai entendu, je crois que je n'ai pas trop entendu aujourd'hui, usager. Donc dans ce truc assez vertical, en fait, il est quand même assez difficile, de mon point de vue un peu pessimiste parfois, de se détacher des structures d'oppression, de domination. Le fait que quand on soit en situation de handicap, par exemple, il y a quand même dans les imaginaires collectifs une certaine connotation. Le fait qu'on n'a pas un emploi, vu la primauté de l'emploi aujourd'hui dans les politiques sociales, c'est aussi connecté. Donc ces structures-là, elles sont difficiles à faire changer. Par contre, les dynamiques de participation, elles existent. Et il y a cette aspiration, je dirais, à l'horizontalisation qui a été prononcée ce matin. Vous avez parlé de liens sociaux horizontaux pour les personnes qui participent au conseil consultatif RSA. Et ça m'a fait penser, en fait, que la tentative, c'est vraiment d'horizontaliser des choses qui sont très, très verticaux. Mais c'est une certaine utopie, puisque les structures sont extrêmement figées, et que si on veut parler en concept, le changement institutionnel, c'est-à-dire comment on change les institutions, ça prend énormément de temps, voire plusieurs décennies. Et puis, ça a été dit, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on n'a pas prise. Il y a même les enjeux géopolitiques actuels qui ont été soulignés. Je voulais aussi souligner que on a des difficultés à se mettre dans la relation d'accompagnement, même si c'est les prémices du travail social, les bases du travail social, en situation d'être à la place d'eux. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, cesser d'être dans cette utopie qui va nous dire que de toute manière, la relation d'accompagnement, elle est empathique, etc. Mais toujours garder en tête que l'empathie radicale n'existe pas, parce qu'on n'est jamais vraiment à la place de l'autre. Et je citerai, pour finir sur le constat,
qui est quand même un petit peu accablant. C'est comme ça que je le vois, sur les difficultés sociales des personnes, en tout cas, avec simplement le rapport au temps aussi qui diffère. Et ça a été dit aujourd'hui. Comment se projeter, et le dernier livre de Nicolas Duvou s'appelle à ce titre « L'avenir confisqué », quand il parle des personnes en situation de pauvreté, comment se projeter quand on est en situation d'oppression. Alors, face à ce constat, il y a différents moyens. Il y a des dispositifs de participation. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en avant aujourd'hui. Il y a les conseils consultatifs. Il y a eu un échange ce matin qui disait qu'il faut aller plus loin et se mettre devant les citoyens. C'est ça qui a été employé ce matin dans la réaction, dans la discussion. Donc on a bien aujourd'hui à passer par ces dispositifs institués. Mais dans un livre récent que j'ai fait qu'on a fait avec une équipe de chercheurs, mais notamment avec des travaux qu'on a coécrits avec Bernard Balzani ici présent, on dit que dans la participation instituée, en fait, elle va louper un certain nombre de spontanéités, un certain nombre d'activités, et que finalement, il faut se focaliser sur la participation qu'on dira instituante, c'est-à-dire celle justement qui amène du politique, qui amène peut-être une nouvelle manière de développer des activités, qui appelle un nouveau lien social. Et on le voit par exemple dans les activités qui ont été présentées, comme celle du jardin, l'activité du jardin, développer l'agriculture biologique, développer un certain nombre d'actions. Donc, en moyen, il y a pour lutter contre l'épidémie de solitude, on pourrait dire, pour lutter contre le fait que ce matin a été dit par les personnes qui ont participé à la troupe de théâtre que c'est facile d'entrer en solitude, a été dit, eh bien, à partir de là, on pourrait sûrement, en valorisant la participation instituante, c'est-à-dire pourvoyeuse de nouvelles règles d'être en commun, peut-être, par exemple, participer à un système d'échange local, participer à un jardin partagé. Est-ce que ça pourrait être compté comme de la participation, par exemple? Plutôt que d'être... alors c'est très bien, mais plutôt que de forcément être consulté sur la politique d'emploi ou la politique d'insertion, dans le sens finalement qu'à la fin, moi je pose vraiment la question, qui décide de la politique d'insertion? Est-ce que c'est le conseil consultatif des personnes concernées? Alors je continuerai en disant que les moyens pour le travail social et les accompagnants en particulier, c'est quand même de prendre en compte la multidimensionnalité de la vie des personnes, et c'est ça qui est pris en compte. Le premier ressort de la participation, finalement, c'est la prise en compte, mais c'est comment dire, c'est dit et redit, mais je le redis, la multidimensionnalité de la vie, de s'engager dans son accompagnement et de finalement être à l'écoute, avoir confiance, etc., pour peut-être participer à quelque chose. Autre chose me vient, et c'est plus des questions, c'est de se demander, quand on participe à quelque chose, ou quand on dit il faut valoriser le pouvoir d'agir des personnes, mais souvent aussi je me suis posé la question, mais au fond, participer à quoi? Sur l'insertion, il y a 25 ans, on se posait déjà la question, à quoi bon finalement insérer les personnes dans un marché du travail rétréci où il va y avoir un certain nombre de maladies professionnelles, mais bon, en même temps, il y aura la sécurité sociale. Enfin, vous voyez, pourquoi faire un certain nombre d'efforts de cette manière-là? D'autres moyens, on le voit sur le jardin, par exemple, ça a été dit. Un jardinier, tout à l'heure, a dit, ou ce matin, je ne sais plus, ah oui, il faut bien gérer les difficultés, c'était la guerre de l'eau. Alors ça a fait penser à la Bolivie, vous savez, en Bolivie, il y a les paysans, les paysans andins qui se sont soulevés contre le gouvernement qui voulait privatiser l'eau. Donc là, c'est la guerre de l'eau à notre échelle. Donc ce n'était pas la privatisation, puisque c'est un jardin porté par le CCAS, si j'ai bien compris, enfin, l'activité est portée par le CCAS. Il faut résoudre les difficultés. Et donc là, on est dans une sorte d'auto-organisation
entre personnes. Et on voit bien que l'autogestion, si je peux me permettre ce terme, l'autogouvernement d'une activité, c'est-à-dire par les personnes elles-mêmes, vous avez dit, la démocratie, ça s'apprend tout à l'heure, en fait, ça ne se décrète pas, quoi. Et donc, on est bien obligé de trouver un processus pour trouver des compromis, etc. Enfin, au niveau, je vais pas avoir le temps je peux vous parler 1h30, là, donc je vais essayer de faire un peu plus court, mais je voulais aussi mentionner quelque chose qui m'a marqué ce matin, et qui était au fond en filigrane, mais on était sur la question du pouvoir d'agir, mot qui n'a pas été prononcé, mais de la participation, de l'expertise d'usage, ça a été prononcé par la direction Solidarité ce matin. Peut-être une question par rapport à Arelia qui a été mis en avant, c'est-à-dire ou par l'association sur les cartographies numériques qui vont être menées. Quelque chose a été dit et quelque chose se joue pour les personnes elles-mêmes, je pense, c'est l'articulation entre politique publique, politique départementale et association. Peut-on considérer, a priori oui, mais dans ce cas-là, il faut peut-être réfléchir que du coup, les associations sont de simples opérateurs de politique publique. Donc ça, c'est une certaine thèse en sociologie du travail associatif. On peut la partager ou pas, mais bon, dans ce cas-là, quelle est la spécificité associative? Ou est-ce que l'association, au contraire, c'est de l'action publique en devenir, et elle doit avoir un rôle d'alerte pour générer de nouvelles réponses publiques aux situations de vulnérabilité qui sont rencontrées. Et aujourd'hui, on sent que les associations, en effet, sont prises en étau dans des régulations qui sont difficiles à détordre. Du coup, a été dit aussi, nous, on a la loi, on ne peut pas accueillir tout le monde. Nous organisons, notamment avec Bernard, un colloque sur l'économie sociale et solidaire au mois de mai prochain à Metz. Ça sera les 10 ans de la loi ESS de Benoît Hamon, en 2014, qui va s'appeler l'ESS hors la loi. Donc, n'avons-nous pas intérêt, parfois, pour favoriser la dignité et la participation des personnes, etc., à favoriser en bordure du cadre légal, le bricolage en bordure, pour finalement produire une autre participation possible. Car quand j'interroge finalement l'articulation entre action associative, alors ça peut être des associations très professionnalisées, mais à un moment donné, ça peut aussi être des associations de personnes. Puis ça peut aussi être des associations de fait, pas des associations forcément reconnues ou déclarées. Ça peut être des associations qui représentent les personnes, mais comme ATD Quart Monde, qui travaille avec eux, avec son système d'alliés, de savoir de vie, savoir d'expérience, savoir d'action, d'alliés et de militants. L'articulation, il me semble, extrêmement émancipatrice. Si je dis qu'émancipatrice, c'est sortir d'un état de domination, donc des articulations extrêmement émancipatrices pour les personnes. Donc, il serait peut-être gênant de penser nos actions associatives, qu'elles soient organisées par des professionnels, des personnes concernées, futurs professionnels. Est-ce possible? Bon, parfois, ce sont des choses qui nous troublent. Est-ce que ces associations professionnalisées, elles sont seulement instrumentalisées par les politiques publiques? C'est une question. Alors, moi, je vois ici 2 scénarios pour les personnes. Justement, ces associations, le premier serait au niveau des finalités, des associations instrumentalisées par les politiques publiques pour des réparations néfastes du modèle économique dominant, qui produit des effets négatifs. Ce n'est pas nouveau. Dans un cadre où l'État ne jure plus que par l'évaluation et l'impact de ses actions, et en organisant, pour légitimer l'action publique, un certain nombre de consultations des personnes concernées, dont on prendra l'avis à un moment donné, et on pourra en fait légitimer, alors je suis un peu binaire, mais l'action des pouvoirs publics. Deuxième scénario, on considère qu'il y a des associations qui sont des espaces de délibération entre personnes qui essaient de se situer à des niveaux d'égalité. Enfin, d'égalité, on est égaux en droit, mais dans les faits, on n'est pas très égaux, en vrai. Mais qui essaient de se situer à égalité. Des associations
professionnalisées, institutionnalisées, sociales, médico-sociales, regroupées, mais qui tentent de ne pas être des mastodontes gestionnarisés, qui tentent, hein, parce que c'est quand même un peu difficile, et qui vont finalement participer à une démocratisation, à une intensification des pratiques démocratiques pour faciliter la parole des personnes, faciliter la représentation des citoyens, etc. Ici, l'idée, c'est de permettre la participation effective des personnes en leur garantissant une autonomie d'action, un pouvoir d'agir collectif et finalement en garantissant une certaine spontanéité à la participation. Il me semble qu'on peut aujourd'hui, depuis les lois 2002 sur le médico-social, en tout cas, moins trouver dans les instances de participation habituelles. Et vu que je vois sur l'ordinateur qu'il est 17h11, je ne vais pas continuer, je voulais juste dire un mot quand même sur, je l'avais noté, je n'ai pas mentionné la présentation du docteur en sociologie Thomas Bezzosi qui a été faite ce matin, qui montre bien aussi que la recherche a un certain rôle dans le sens où elle peut développer des démarches participatives très fortes qui vont être autant d'espaces de participation pour les personnes concernées. Qu'il s'agisse des, entre guillemets, grands marginaux qui occupent l'espace urbain, qu'il s'agisse finalement de personnes dites en situation de handicap qui sont en établissement, qu'il s'agisse de territoires zéro chômeur qui a été aussi présenté et que j'ai oublié de mentionner. Vous m'en serez, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, pour terminer, je voulais citer un des derniers livres de Jean-Louis Laville et coécrit avec Anne Salmon, hein, sur le rôle de la recherche, parce qu'après tout, nous sommes en partie avec Bernard des chercheurs engagés, et avoir avec vous une réflexion épistémologique sur la participation justement des personnes, mais à partir de la recherche. Dans un de leurs derniers livres, hein, Pour un travail social indiscipliné, participation des citoyens et révolution des savoirs, ils nous disent « Il ne suffit pas de connaître ce que les gens pensent par des questionnaires ou de cartographier la façon dont leurs opinions sont corrélées à des positions sociales par des études statistiques, ce qu'on adore faire, nous. Nous, on est bien, on est dans l'université, on fait des beaux articles. Il importe de leur ouvrir des possibilités empiriques de participation, d'où la place accordée aux espaces publics ou au public. » Alors, je commente, hein, Laville et Salmon, là ici, Jean-Louis Laville qui était à Nancy il y a peu, je crois, il mobilise souvent la notion d'espace public, qui est une notion, qui est un concept, qui est justement cet espace dans lequel toute personne participe à une délibération pour arriver à un accord commun et pour trouver finalement une issue à des dissensus dans l'objectif du collectif. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair, mais et il me semble que l'espace associatif est un de ces espaces à valoriser. Donc on peut faire beaucoup de cartographie, j'en fais d'ailleurs dans un certain nombre de mes papiers, mais favoriser la participation, c'est favoriser l'exercice démocratique, en fait, hein, qui prend en compte tout le monde. Donc j'espère avoir un peu synthétisé, j'avais d'autres choses, mais je ne veux pas non plus prendre plus de temps.